En 1953, une famille américaine moyenne consacrait seulement 22% de ses revenus à l'alimentation. Mais pour des millions de familles ouvrières du Sud, du Midwest et des régions rurales reculées des Appalaches, même ce chiffre représentait un luxe inaccessible. Ils mangeaient différemment. Ils cuisinaient différemment. Ils ont réussi à se faire des repas pour une semaine avec $1, en utilisant des techniques et des ingrédients qui ont quasiment disparu de la table américaine. Le plat numéro 7 de cette liste était autrefois le dîner le plus courant en semaine dans le pays. Le troisième plat était servi dans les cafétérias scolaires, les sous-sols des églises et dans toutes les fermes, de la Géorgie à l'Iowa. Et premièrement, le repas qui a permis de nourrir plus de familles américaines pendant les années difficiles de l'après-guerre que n'importe quel programme gouvernemental a été presque complètement oublié. Ces 25 dîners ont nourri toute une nation. Puis, nous les avons jetés dès que nous avons pu nous le permettre. Avant de commencer, abonnez-vous. Ce que vous allez voir pourrait bien vous donner envie de prendre votre téléphone et d'appeler votre grand-mère. Commençons le décompte. Avant les céréales, avant les barres de céréales, avant que quoi que ce soit ne soit emballé, il y avait le pain et le lait. Un bol, quelques tranches de pain blanc rassis déchirées en morceaux, du lait chaud versé dessus, parfois une pincée de sucre. C'était le souper. Dans les foyers ruraux du Tennessee, du Kentucky et de la Virginie occidentale, c'était le repas qui apparaissait quand l'argent venait à manquer et que la semaine n'était pas encore terminée. Les mères appelaient ça un souper pauvre. Les enfants ne voyaient pas la différence. Le pain, gonflé et moelleux dans le lait chaud, transformait le bol entier en une sorte de bouillie. En 1952, une miche de pain coûtait environ 16 cents. Un litre de lait coûtait 21 cents. Pour une famille de 6 personnes, cela représentait un repas pour moins de 50 cents. Personne n'en parle aujourd'hui, mais dans des milliers de vieilles fermes, c'était le prix à payer pour survivre. Bien avant que le brunch ne devienne un mode de vie, les familles ouvrières du Midwest transformaient le maïs crémeux en conserve en un repas chaud et copieux en le versant sur du pain blanc grillé. Une boîte de maïs en crème Green Giant coûtait environ 9 $. Il y avait déjà du pain sur le comptoir. Le tout a été réalisé en 5 minutes, sur un brûleur à gaz. Les mères faisaient chauffer le maïs dans une casserole, l'assaisonnaient de sel et d'une noisette de beurre s'il y en avait, puis le versaient, épais et fumant, sur 2 tranches de pain grillé. Les enfants l'ont mangé sans se plaindre. C'était doux, chaud et suffisamment copieux pour passer une froide soirée d'hiver. Le pain grillé s'est imprégné du liquide crémeux du maïs et a pris une consistance presque crémeuse au fond. C'était mardi soir dans le Midwest. Rapide, bon marché et modeste. Aujourd'hui, on ne la trouve même plus dans les livres de cuisine anciens. C'était trop modeste pour être écrit. Numéro 23. Sandwich aux bolognes frites. Dans toutes les cuisines ouvrières américaines, il y avait un rouleau de mortadelle au réfrigérateur. Au milieu des années 1950, cela coûtait environ 30 cents la livre et permettait de nourrir une famille pendant plusieurs jours. Mais le saucisson frit n'était pas un sandwich qu'on préparait à la hâte. Froid. Les mères coupaient des tranches épaisses, faisaient 2 petites encoches sur les bords pour que la viande ne se recourbe pas, et les disposaient à plat dans une poêle en fonte bien chaude. Les bolognis se boursouflaient et brunissaient sur les bords, gonflant au centre sous l'effet de la chaleur, embaumant la cuisine d'une odeur qui faisait accourir les enfants depuis 3 pièces plus loin. Servi sur du pain blanc avec de la moutarde jaune et peut-être une tranche de fromage fermier. Le saucisson frit était un vrai repas chaud. Pas une idée de dernière minute, pas un encas. Dîner. Les hommes en mangeaient après de longues journées de travail. Les enfants en mangeaient avant l'école. Il n'y avait aucune honte à cela, car tout le monde mangeait la même chose. Numéro 22. Biscuits et lait. Certains repas, dans l'Amérique de l'après-guerre, n'avaient d'autre but que de faire taire la faim avant d'aller au lit.
Les biscuits et le lait en faisaient partie. Les crackers salés émiettés dans un verre de lait froid et mangés à la cuillère constituaient le souper officieux des enfants du Sud et du Midwest rural, les soirs où il ne restait plus rien à cuisiner. Cela n'a presque rien coûté. Une boîte de crackers salés coûtait environ 10 cents. Le lait était déjà dans le réfrigérateur. Ce qui en faisait une chose réelle, un rituel plutôt qu'une défaite, c'était la façon dont les mères le servaient. De la même manière à chaque fois. On a mis les crackers en premier. Le lait est venu après. Vous avez attendu 30 secondes que les biscuits ramollissent juste assez pour conserver leur forme. Alors mangez vite avant qu'ils ne se transforment en pâte. Les témoignages oraux de l'époque en parlent avec une chaleur surprenante. C'était la dernière chose avant de dormir. Simple et fiable. La leur. Numéro 21. Macaroni et tomates. Ce ne sont pas des macaronis au fromage. Ce ne sont pas des pâtes à la sauce marinara. C'est quelque chose de plus ancien et de plus authentique que les deux précédents. Des macaronis cuits, égouttés, remis dans la casserole avec une boîte de tomates entières pelées, écrasées à la main, du sel, du poivre, de l'encre et une noisette de graisse de bacon. C'est tout. Les tomates enrobaient les macaronis d'une sauce acidulée et savoureuse qui ne ressemblait en rien à ce qu'on trouve au restaurant. C'était plus lumineux, plus uniforme, plus remplissant. En 1955, une boîte de tomates coûtait environ 12 cents. Une boîte de macaroni coûtait 9 cents. Cela permettait de nourrir 4 personnes, et il en restait assez pour le déjeuner du lendemain. Toutes les grands-mères du Sud faisaient ça. Les livres de cuisine des églises, de la Géorgie au Mississippi, le mentionnaient sans ingrédients car tout le monde le connaissait déjà. Aujourd'hui, les cuisiniers amateurs l'ont remplacé par de la sauce tomate en bocal et ne l'ont jamais regretté. C'est une perte que personne ne remarque. Dans les fermes du sud rural et des monts Ozarks, la soupe de pommes de terre n'était pas un plat d'entrée. C'était le repas. Des pommes de terre coupées en dés, mijotées dans de l'eau avec un morceau de lard salé ou de porc salé jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment tendres pour s'écraser à la cuillère, créant ainsi un bouillon épais et riche en amidon. Les oignons ont été ajoutés tôt. Le sel et le poivre ont été ajoutés à la fin. Un filet de lait concentré non sucré en conserve, si vous en aviez, rendait le bouillon crémeux sans beurre ni crème. Le lard gras coûtait environ 8 cents la livre. Les pommes de terre provenaient du vendeur de racines ou du jardin. Ce dîner n'a presque rien coûté et a rassasié tous les convives. La graisse du porc flottait en petites flaques dorées à la surface. Les enfants trempaient le pain de maïs dans le bouillon jusqu'à ce que le bol soit propre. Il ne restait plus rien. Il ne restait plus rien. Numéro 19. Salade de laitue flétrie avec vinaigrette chaude au bacon. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Ce plat, qui ressemble à une invention d'un grand chef, était en réalité la solution du pauvre pour utiliser la laitue flétrie du jardin et les restes de graisse de bacon. De la laitue en feuilles, tout droit cueillie dans le jardin, fut placée dans un bol. Dans la poêle, on a chauffé la graisse de bacon avec un filet de vinaigre de cidre et une pincée de sucre jusqu'à ce qu'elle bouillonne et crépite. Le mélange chaud a ensuite été versé directement sur la laitue crue. La chaleur a instantanément flétri les feuilles. Le vinaigre a rehaussé l'ensemble et la graisse a créé une couche riche et brillante qui a transformé les légumes du jardin en quelque chose de presque élégant. Servi avec du pain de maïs ou des haricots pinto, c'était un repas complet par une soirée d'été dans les Appalaches. Cette technique est à peine mentionnée aujourd'hui. Elle figurait dans des livres de cuisine communautaires manuscrits, de la Virginie à l'Arkansas, transmis de voisin en voisin qui cultivaient les mêmes jardins et partageaient la même poêle. C'est cette meuf qui a fait une livre de bœuf haché. Nourrissez une famille de 6 personnes sans que personne ne se sente lésé. Des demi-poivrons, préalablement grattés, ont été farcis d'un mélange de bœuf haché brun, de riz cuit, de tomates en conserve et de oignons.
Elles ont ensuite été cuites au four dans un plat contenant un peu de jus de tomate au fond pour les ramollir à la vapeur. Le riz a doublé le volume de la garniture pour presque rien, et le poivron lui-même a servi de bol, ce qui a réduit la vaisselle à faire. Chaque tranche de viande était enrobée par le riz et les légumes. Chaque bouchée réservait quelque chose de différent. Dans les marchés routiers des années 1950, les poivrons coûtaient environ 5 cents pièce. Le bœuf haché coûtait environ 4 cents la livre. Ces plats trônaient au centre des tables lors des dîners de semaine dans l'Ohio, l'Indiana et l'Illinois. Ils avaient l'air d'avoir fait des efforts. Ils donnaient une impression d'abondance. Ils n'étaient ni l'un ni l'autre. Avant que le thon ne devienne la protéine de base dans les placards, le saumon en conserve était le poisson abordable qui se retrouvait dans la plupart des cuisines de la classe ouvrière américaine. Une grande boîte de saumon rose coûtait environ 25 cents en 1954. Les mères l'égouttaient, enlevaient les plus grosses arêtes, le mélangeaient avec de la chapelure, un œuf, un oignon et une cuillère à soupe de moutarde. Le façonnaient en galettes et les faisait frire dans une poêle jusqu'à ce qu'elles soient dorées des deux côtés. L'extérieur s'est transformé en une fine croûte croustillante. L'intérieur est resté humide, rose et presque crémeux. Servies avec des petits pois à la crème ou des tomates mijotées et une tranche de pain de maïs, les galettes de saumon étaient un plat du vendredi soir qui ressemblait à ce qu'on commanderait dans un restaurant. Les enfants qui refusaient de manger du poisson en mangeaient sans hésiter. Cette recette figurait dans tous les livres de cuisine des clubs féminins de 1940 à 1965, puis a presque entièrement disparu lorsque le thon en conserve est devenu moins cher et que le saumon est devenu un plat que l'on commandait au restaurant. Numéro 16. Sauce hamburger sur purée de pommes de terre. Les agriculteurs l'appelaient le steak du pauvre. Les mères appelaient ça de la sauce pour hamburger. Les enfants appelaient ça simplement le souper. Du bœuf haché doré dans une poêle en fonte avec des oignons coupés en dés. On a ensuite incorporé une cuillerée de farine pour enrober la viande, puis on a versé lentement du lait dessus jusqu'à ce que le tout bouillonne et forme une sauce blanche épaisse et savoureuse avec du bœuf bien doré. Versé sur une montagne de purée de pommes de terre. C'est tout. En 1956, le bœuf haché coûtait 43 cents la livre. Un sac de pommes de terre de 5 livres coûtait 29 cents. Cela permettait de nourrir 6 personnes pour moins d'$1. La sauce avait bien imprégné les pommes de terre, de sorte que chaque bouchée en était imprégnée. C'était copieux, nourrissant et profondément satisfaisant, comme seuls les aliments à base d'amidon et de matières grasses peuvent l'être. On retrouvait ce plat sur les tables, des cuisines des ranchs du Montana aux appartements insalubres de Detroit. Elle n'a pas de nom élégant. Elle n'en avait pas besoin. Numéro 15, lard salé et haricots. Première rupture de motif. Voici un plat qui a contribué à bâtir la classe ouvrière américaine avant d'en disparaître. Un morceau de lard salé, de la taille d'un poing, a été mis dans une casserole de haricots blancs secs trempés toute la nuit. La casserole a ensuite mijoté pendant 3 à 4 heures, jusqu'à ce que les haricots soient tendres et que le bouillon devienne onctueux, avec du gras fondu et un goût de porc. Une livre de haricots blancs secs coûtait environ 10 cents. Le lard salé coûtait 12 cents la livre. Ce plat a permis de nourrir une famille de 8 personnes pendant 2 jours. Les haricots avaient absorbé le sel, la graisse et la saveur intense du porc fumé, au point d'avoir un goût bien plus raffiné que leur prix. Servis avec du pain de maïs pour saucer et des oignons crus émincés en accompagnement. Dans le sud et le Midwest, toutes les fermes conservaient une réserve de lard salé à la cave. C'était le repas qui permettait aux gens de traverser les hivers rigoureux, les mauvaises récoltes et les semaines où le salaire ne suffisait pas. Aujourd'hui, il a quasiment disparu des tables américaines, remplacé par les haricots en conserve et les sauces en bocal. Personne ne parle de ce que nous avons perdu
quand nous avons arrêté de le fabriquer. Numéro 14. Poulet et boulettes. Pendant la Grande Dépression, une poule trop vieille pour pondre était trop précieuse pour être gaspillée. Dans les années 1950, les poules à bouillir étaient encore le type de poulet le moins cher qu'on pouvait acheter. Environ 15 cents la livre, contre 35 cents pour une friteuse. Les mères les laissaient mijoter pendant 2 heures, jusqu'à ce que la viande se détache de l'os et que le bouillon devienne doré et onctueux. Puis on a ajouté les dumplings. Pas ceux du Sud, roulés et plats, mais ceux qu'on laisse tomber à la cuillère. Des cuillerées de farine, de levure chimique, de sel et de lait étaient déposées directement dans le bouillon bouillant où elles gonflaient en de tendres nuages pâles, qui absorbaient la saveur du poulet de l'intérieur. Le tout s'était épaissi, prenant une consistance entre une soupe et un ragoût. C'était le plat qui apparaissait quand quelqu'un était malade, quand un voisin perdait un proche, quand le froid s'installait et que rien d'autre ne faisait l'affaire. C'était du soin rendu comestible. De l'autre côté de la montagne, au sud, ce n'était pas un accompagnement. Voici le repas. Une marmite de haricots pinto préparée la veille, trempée puis mijotée toute la journée avec un jambon ou un morceau de lard salé, assaisonné uniquement de sel, de poivre et de thym. À l'heure du souper, les haricots avaient réduit sur les bords, épaississant le jus de cuisson pour former un bouillon riche et foncé qui n'avait rien à voir avec les haricots en conserve vendus aujourd'hui dans les supermarchés. Du pain de maïs cuit dans une poêle en fonte, pendant que les haricots mijotaient. Vous avez émietté le pain de maïs directement dans les haricots. Vous avez mangé dans un seul bol. Dans certaines régions du Kentucky et du Tennessee, ce repas était proposé 5 ou 6 soirs par semaine aux familles qui n'avaient pas les moyens de se payer autre chose. Les haricots coûtent 8 cents la livre. Le jambon hache était un reste que le boucher donnait pratiquement gratuitement. Ce repas a nourri des générations d'Américains qui travaillaient dans les mines de charbon et les usines textiles et qui n'ont jamais rien demandé de sophistiqué. Ils n'avaient pas besoin de fioritures. Ils avaient ce numéro 12, soupe aux haricots blancs avec un os de jambon. Si le lard salé et les haricots constituaient le repas quotidien, la soupe aux haricots blancs avec un os de jambon était le luxe du dimanche. Après Pâques ou Noël, une fois le jambon entièrement gratté, l'os allait directement dans une casserole de haricots blancs trempés avec des oignons, du céleri, du maïs et une feuille de laurier coupée en dés. L'après-midi, la cuisine embaumait les odeurs d'un restaurant routier, chaude, savoureuse et profondément réconfortante. Le bouillon prit la couleur d'un thé léger, trouble à cause de l'amidon dissous, et chaque fève gonfla, devenant souple autour de son centre tendre. Les derniers morceaux de viande qui s'étaient détachés de l'os pendant la cuisson flottaient dans le bouillon, sous forme de tendres lamelles. La soupe aux haricots du Sénat, qui est essentiellement la même chose, est servie dans la salle à manger du Sénat américain depuis le début des années 1900. Voilà qui en dit long sur le caractère nourrissant de cette soupe. Aujourd'hui, on achète du bouillon en briques et on enlève les os. On garde toute la profondeur de saveur qu'ils offrent. Numéro 11. Bœuf haché à la crème sur toast. L'armée a utilisé un terme inqualifiable. Les civils l'ont appelé SOS et ils l'ont mangé sans se plaindre. De fines tranches de bœuf séchées et fortement salées, du genre de celles qu'on trouvait dans de petits bocaux en verre pour environ 35 cents, étaient déchirées en lanières et mélangées à une sauce blanche épaisse faite de beurre, de farine, de yimar et de lait, puis versées sur du pain grillé blanc. Le sel du bœuf a suffi à assaisonner la sauce, sans aucun effort supplémentaire. Le pain grillé s'était imbibé de sauce à la crème et était devenu mou sous son poids. Tous les anciens combattants revenus de Corée ou de la Seconde Guerre mondiale avaient mangé cela au petit déjeuner, sur une base militaire quelque part dans le monde. Ils ont ramené la recette à la maison, parce qu'elle était rapide et nourrissante. Les mères qui avaient nourri leur famille pendant le rationnement l'ont immédiatement reconnue.
Il est apparu dans les cuisines américaines tout au long des années 1950, comme plat du soir en semaine, comme déjeuner rapide ou comme petit déjeuner du dimanche. Aujourd'hui, on ne la retrouve nulle part, sauf dans les discussions sur la nostalgie militaire. Deuxième rupture de motif. Les entreprises agroalimentaires ne veulent pas que vous y réfléchissiez trop. Le foie de bœuf était l'un des aliments les plus nutritifs qu'une famille américaine pouvait mettre sur sa table dans les années 1950. Riche en fer, en vitamine B12 et en protéines. Et cela coûtait environ 20 cents la livre. Les bouchers en avaient plus qu'ils ne savaient qu'en faire. Les mères le coupaient en fines tranches, le rouissaient dans la farine et le déposaient dans une poêle chaude, tandis que des oignons émincés caramélisaient dans une autre poêle. Le foie cuit rapidement, 2 minutes de chaque côté. Si cela durait plus longtemps, la situation devenait dure et amère, ce qui explique pourquoi toute une génération a grandi en la détestant. Réussie, elle était douce et onctueuse, dorée et légèrement croustillante à l'extérieur et encore légèrement rosée à l'intérieur. Les oignons ont débordé en un tas. Le tout a mijoté dans le jus de cuisson et a été servi avec de la purée de pommes de terre et des haricots verts. C'était un repas complet et nourrissant pour seulement 30 centimes. Nous avons cessé de le cuisiner parce que nous n'avions plus les moyens de le faire. Les nutriments n'ont pas disparu. Le savoir, lui, l'a fait. Dans les basses terres de Caroline du Sud et de Géorgie, Hope & John n'était pas qu'un simple restaurant. C'était la tradition. C'était de la superstition et de la survie, le tout réuni en un seul récipient. Des haricots à œil noir cuits avec un jarret de jambon fumé ont ensuite été mélangés à du riz blanc à grains longs et assaisonnés de sel et d'une pincée de poivre rouge. Le riz absorba le bouillon fumé et terreux des pois, et les pois gonflèrent jusqu'à éclater en leur centre. Le tout avait un goût du Sud, d'une façon presque impossible à décrire à quelqu'un qui n'a pas grandi en le mangeant. Consommé le jour de l'an, il portait bonheur. Manger un mardi de février faute de mieux, cela a fait office de dîner. En 1954, les haricots à œil noir coûtaient 7 cents la livre. Le riz était un aliment de base. Ce plat a nourri une famille nombreuse pour presque rien et les a rassasiés. Aujourd'hui, Hope & John figure sur les cartes des restaurants comme une spécialité du Sud. Dans les années 1950, c'était ce que mangeaient les familles pauvres des Carolines pour survivre. Numéro 8, Scrapple. C'est celle-ci qui fait sursauter les gens. Le scrapple est une préparation que les fermiers d'origine allemande de Pennsylvanie confectionnaient lorsqu'ils abattaient un porc en novembre et ne pouvaient se permettre d'en gaspiller une seule partie. Des restes de porc, les parures, les abats, la tête, le rhum steak mijoté dans l'eau jusqu'à ce que la viande se défasse, puis mélangé à de la semoule de maïs et de la farine de sarrasin et assaisonné de sauge, de thym et de poivre noir, versé dans des moules à pain et laissé prendre toute la nuit. Le lendemain matin, le pain fut tranché en tranches d'1/4 de pouce d'épaisseur et frit dans une poêle jusqu'à ce que chaque côté devienne bien doré, acajou et croustillant. Il était servi avec des œufs au plat arrosé d'un filet de sirop d'érable ou accompagné d'une cuillerée de compote de pommes. Dans le comté de Lancaster et la vallée du Delaware, c'était ce petit déjeuner qui envoyait les ouvriers travailler dans les champs et les usines. Un pain coûtait environ 18 centimes et durait une semaine. Aujourd'hui, on peut trouver du scrapple chez quelques bouchers spécialisés en Pennsylvanie. Partout ailleurs, il a été complètement oublié. Numéro 7. Soupe aux pois cassés et au jambon. Troisièmement, rupture de motif. Aucun autre plat dans la cuisine du pauvre Américain ne permettait de faire autant de profit qu'une marmite de soupe aux pois cassés, préparée avec un os de jambon et des pois cassés secs. Au milieu des années 1950, les petits pois secs coûtaient 9 cents la livre. L'os de jambon provient des restes du dîner du dimanche. Tout le reste, os, oignons, carottes, feuilles de sabet,
provenaient de la cave ou du jardin. Les petits pois se sont dissous à la cuisson, épaississant la soupe sans farine ni crème et donnant au bouillon une couleur vert pâle et terreux. L'os du jambon a libéré du collagène dans le bouillon pendant la cuisson, donnant à la soupe une consistance qui enrobait la cuillère et réchauffait le corps du sternum vers l'extérieur. On pouvait sentir que ça fonctionnait. Les enfants qui refusaient de manger des légumes ont mangé 2 bols de ça. Les mères l'ont préparé dimanche après-midi et ont nourri leur famille avec jusqu'à mardi. Le tout a coûté environ 30. Aucun autre plat de cette liste n'offrait autant pour moins cher. Et pourtant, elle a quasiment disparu de la cuisine familiale américaine, remplacée par la soupe Campbell en conserve qui n'a aucun goût particulier. La sauce tomate sur biscuit était un plat de base en semaine, bien avant que la sauce Red Eye et la sauce à la saucisse ne deviennent les stars incontestées des tables de petit déjeuner du Sud. Graisse de bacon dans une poêle en fonte. On a incorporé une cuillerée de farine en remuant jusqu'à ce qu'elle prenne la couleur d'un sac en papier. Ensuite, on ajoute une boîte de tomates entières, écrasées à la main, et un peu d'eau pour porter le tout à frémissement. Du sel, du poivre noir et une pincée de sucre si les tomates étaient trop acides. Versé en couches épaisses sur des biscuits maison fendus. C'était le petit déjeuner. Parfois, c'était aussi le souper. Les tomates conféraient à la sauce une acidité vive qui contrastait avec la richesse des biscuits au sein doux qui se trouvaient en dessous. En 1955, les tomates en conserve coûtaient environ 12 cents. La farine et le sein doux provenaient du sac de 50 livres stocké dans tous les garde-manger du Sud. Cette sauce était présente sur les tables de Géorgie, de Alabama, du Mississippi et du Tennessee presque tous les matins, sauf le dimanche. Il a quasiment disparu. Le mot « succotash » vient de Narragansett, qui signifie « grain de maïs brisé », et le plat lui-même est antérieur aux États-Unis de plusieurs siècles. Les Amérindiens l'ont enseigné aux colons, et les colons l'ont enseigné à tous ceux qui sont venus après eux. Dans les années 1950, le suatotash, des haricots liméma secs cuits et du maïs mijoté avec un morceau de lard salé, était devenu l'accompagnement de base qui servait de plat principal dans les foyers pauvres. Les haricots LMA coûtaient environ 10 cents la livre. Le maïs provenait du jardin ou coûtait 500 la boîte. Le lard salé donnait à l'ensemble une profondeur grasse et fumée qui transformait la simple combinaison de 2 légumes en un plat bien plus consistant. Dans le Sud, un bol de suotash et une tranche de pain de maïs constituaient un repas complet. En Nouvelle-Angleterre, le même plat est apparu sous un nom différent et avec un haricot légèrement différent. Chaque région avait sa propre version. Chaque version était bon marché, nutritive et rassasiante. Aujourd'hui, on le trouve uniquement en accompagnement lors des barbecues d'été. Cela nécessite une clarification précise. La version moderne des pommes de terre sautées, le hachis du petit déjeuner, le quartier de pommes de terre rôties, le sauté maison est un accompagnement. Dans les années 1950, pour des millions de familles, le souper consistait en une poêle en fonte remplie de pommes de terre crues, coupées en tranches, frites lentement à feu doux, avec un oignon émincé dans de la graisse de bacon, jusqu'à ce que le tout soit doré et que les pommes de terre soient croustillantes sur les bords. Rien à côté. Peut-être du pain. Les pommes de terre coûtent environ 3 $, le sac de 50 livres sur un marché fermier. La graisse de bacon était conservée dans une boîte sur la cuisinière. L'oignon provenait du jardin. Le repas entier n'a coûté que quelques centimes et a nourri tout le monde à table. Les pommes de terre s'imprégnèrent de la saveur de la graisse pendant la cuisson, devenant ainsi quelque chose de totalement différent d'une pomme de terre bouillie. Les oignons caramélisés formaient de doux rubans entrelacés dans l'amidon croustillant. Les enfants se sont resservis. Les pères ont posé des questions sur les tiers. Ce n'était pas un repas de défaite. Pour les familles qui en mangeaient tous les mercredis,
C'était l'un des meilleurs plats de la semaine. Si vous comprenez ce plat, vous comprenez comment le Sud-Américain s'est nourri pendant près de 2 siècles. Une grosse botte de chou vert, de feuilles de chou ou de feuilles de moutarde, lavée et effeuillée, jetée dans une casserole avec un morceau de lard salé et juste assez d'eau pour les recouvrir, puis cuite à feu doux pendant 1 à 2 heures jusqu'à ce que les légumes soient complètement flétris et que le jus de cuisson, le liquide foncé, salé et riche en minéraux au fond de la casserole, prenne la couleur d'un thé fort. L'alcool de cuisson n'était pas un sous-produit, c'était le but. Le pain de maïs était spécialement conçu pour être émietté dedans et mangé à la cuillère. Les légumes verts étaient servis en accompagnement, foncés et tendres, et imprégnés de la saveur profonde du porc séché. Le lard salé coûte environ 12 cents la livre. Un bouquet de choux verts coûtait 10 cents sur un étalage en bord de route dans le sud. Les nutritionnistes savent désormais que le chou vert cuit de cette façon conserve des quantités remarquables de calcium, de fer et de folate. Les familles pauvres du Sud n'en savaient rien. Ils savaient que cela les rendait forts. Ils avaient raison. Chaque vendredi, dans les cuisines de Baltimore à Birmingham, un ragoût de jambon était plongé dans une casserole de haricots à œil noir trempés et mijoté pendant une bonne partie de l'après-midi. Le faucon, la partie inférieure de la patte du porc, était presque entièrement composé d'os, de peau et de cartilage. Mais ce qu'elle a libéré dans le haut de cuisson pendant ces longues heures était extraordinaire. Le bouillon prit une couleur rouille et devint profondément fumé, épais de gélatine provenant de la peau et de collagène des articulations. Les petits pois l'ont absorbé avec délice. Au moment du souper, le liquide était aussi savoureux qu'un bouillon préparé avec 5 fois plus d'ingrédients et 2 fois plus d'efforts. La viande tombée du faucon, de petits morceaux presque filandreux de porc fortement fumé, fut répartie dans les assiettes. Dans les années 1950, les ham hocks se vendaient environ 15 cents pièce. 2 suffisaient à nourrir confortablement une famille. Les livres de cuisine des églises de l'époque mentionnent cette recette en premier, non pas parce qu'elle était impressionnante, mais parce que tout le monde devait savoir la préparer. En tête de cette liste figure quelque chose de si simple, de si peu glamour, de si complètement dépouillé de toutes les valeurs de la culture culinaire moderne que le nommer est presque une déception. Soupe aux haricots. Pas une version régionale spécifique, pas une variété nommée à laquelle est rattachée une histoire mémorable. De simples haricots secs, de n'importe quelle variété disponible dans le garde-manger, mijotés dans de l'eau avec un oignon, une feuille de laurier et les restes de porc salé que l'on trouvait, cuits jusqu'à ce que les haricots se décomposent et épaississent l'eau en une substance capable de soutenir la vie humaine pendant un long hiver avec presque rien. C'est le repas qui figure dans tous les récits oraux américains de la pauvreté, de la Grande Dépression jusqu'aux années d'après-guerre. Dans les communautés minières des Appalaches, dans les villes agricoles du Dust Bowl, dans les immeubles insalubres des villes de Chicago à Cleveland, dans les cabanes des métayers du delta du Mississippi, la soupe aux haricots était ce qui permettait aux familles de survivre quand tout le reste venait à manquer. Dans les années 1950, une livre de haricots secs coûtait entre 8 et 10 cents. Il a permis de nourrir 6 personnes pendant 2 jours. Rien dans la cuisine américaine n'a jamais fait autant pour aussi peu. Et rien n'a été plus complètement effacé par l'économie de commodité qui l'a remplacé. Nous avons troqué ce repas et tout ce qu'il représentait contre de la soupe en conserve, des plats surgelés et l'amnésie confortable d'un supermarché bien garni. Les familles qui ont survécu n'avaient pas ce choix. Ils y sont parvenus parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils y sont parvenus avec brio, et ils ont nourri leurs enfants. Et ces enfants ont grandi et ont oublié son existence. C'est ce repas dont nous devrions le plus nous souvenir. Voici le défi. Préparez-en un cette semaine. Les galettes de saumon, la sauce pour hamburger, la sauce tomate sur des biscuits. Fabriquez sans hésiter
quelque chose que vos grands-parents fabriquaient. Revenez ensuite me dire si c'était aussi mauvais que vous le pensiez, car j'ai préparé les haricots pinto et le pain de maïs, et je n'ai plus acheté de soupe en conserve depuis. Il ne s'agissait pas de repas de consolation. C'étaient des vrais. Indiquez en commentaire celui que vous allez essayer. Je voudrais savoir si les pommes de terre frites sont plus appréciées que la soupe aux pois cassés. Car il ne s'agissait pas de simples dîners. C'était un mode de vie dont on nous a vendu la propriété.